On commence. Allez. Donc, je vais juste me présenter très rapidement. Le sujet de l'atelier, c'est. Moi, j'avais parlé de lutte contre le validisme, et je pense que dans le programme, c'est présenté comme émancipation des personnes en situation de handicap. Mais ça tombe bien, puisque la lutte contre le validisme, c'est aussi un désir d'émancipation des personnes en situation de handicap. Et donc, je suis Odile Morin. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Handi Social, qui est une association de défense des droits qui, pendant des années, a fait de l'accompagnement pour l'accès aux droits individuels et qui a décidé, il y a 5 ans, de passer à la désobéissance civile pour dénoncer les carences de l'État, les carences de ce pays et pas mal de choses. Et je suis aussi gilet jaune. J'ai d'ailleurs été victime de violences policières. Donc, je peux quand même vous confirmer qu'il y a un domaine dans lequel les personnes handicapées avancent. C'est l'égalité de traitement avec les valides vis-à-vis des violences policières. Dans ce domaine-là, nous avons progressé. Je n'en dirai pas autant des autres domaines. Et je suis aussi élu municipal d'opposition à Toulouse, puisque je me suis retrouvé plébiscité sur la liste archipel citoyen. Voilà. Je vais laisser mes deux camarades se présenter aussi. Alors, je m'appelle Fabienne, je suis porteuse d'une maladie auto-immune, une maladie rare que j'ai déclarée à l'âge de 18 ans. J'ai été greffée, très longtemps dialysée, plus de 8 ans dans ma vie. Et je suis gilet jaune et je me bats pour l'accès aux services publics, l'accès à l'hôpital public et l'accès à nos soins. Voilà, et plein d'autres choses aussi. Alors moi, c'est Claudia, je suis enseignante du LIS, donc moi j'interviens pour témoigner sur l'accueil des enfants en situation de handicap, en tout cas en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est la spécificité de la Seine-Saint-Denis, hein. Elle a beaucoup de spécificités la Seine-Saint-Denis, et notamment aussi dans le cadre de l'école et de l'accompagnement des enfants. Et je suis syndicaliste CGT Éducation, et là, notre dernière lutte, et qui j'espère va prendre forme l'année prochaine, ça sera notamment pour accompagner les accompagnants, souvent accompagnants et accompagnantes d'enfants en situation de handicap, qui ont des situations de précarité et de manque de formation, et on espère que leur situation va évoluer. Ok. Donc, j'ai utilisé le terme de validisme, et je crois que déjà il faut le définir. Alors, on parle de validisme ou de capacitisme. C'est en fait la traduction d'un terme anglo-américain qui est ébolisme, qui se traduit donc soit par validisme, soit par capacitisme, et qui désigne la discrimination qui est fondée sur l'incapacité. Cette dernière serait considérée comme une déviance de la norme, pour emprunter les termes de la sociologie. En effet, la capacité, qu'elle soit physique, intellectuelle, sensorielle, émotionnelle, etc., constituerait ce qui permet à l'individu d'être indépendant, utile à la société et performant. Et dans un idéal sociétal qui est fondé sur la performance et sur la croissance, l'individu capable représente l'idéal. Et tout ça, cet idéal, on peut dire déjà qu'il est fondé sur le capitalisme, sur le productivisme. Alors le validisme, donc, c'est une forme de discrimination qui est basée sur un système de valeurs qui considère certaines caractéristiques du corps et de l'esprit comme essentielles pour vivre une vie épanouie. Et ça part du principe que la qualité de vie des personnes handicapées est très faible. Dans le validisme, alors comme dans le racisme, comme dans l'homophobie ou d'autres formes d'oppression, le groupe social dominant considère sa propre image comme étant le modèle à atteindre, le modèle selon lequel l'humanité devrait être, en rejetant et en ignorant les autres, et en les considérant comme inférieurs, pas normaux ou inaptes. Donc, les personnes handicapées sont considérées comme des versions amoindries des personnes valides. Et il y a une seconde facette du validisme, qui consiste au contraire à leur prêter des vertus, des qualités extraordinaires. On voit par exemple des personnes handicapées qui sont présentées comme des leçons de vie dans les médias, comme si le handicap leur apportait une sorte de plus-value morale qui ferait d'elles des sources d'inspiration. Mais tout ça, ce sont deux facettes complémentaires, parce qu'elles aboutissent toutes deux à une essentialisation des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'en fait, le validisme
consiste à figer les personnes handicapées dans une sorte d'altérité par rapport à une prétendue normalité. D'ailleurs, qui peut prétendre aujourd'hui dans notre société correspondre complètement à cette vision de la normalité, hein, qui est quand même très théorique, puisque, et j'aime bien le terme utilisé espagnol pour parler de handicap, il parle de diversité fonctionnelle. À partir de quand on considère qu'on n'est plus dans la norme, ça reste difficile à fixer. Et ce qu'il faut dire par rapport aux idées validistes, c'est qu'elles sont particulièrement redoutables parce qu'elles apparaissent comme des évidences, elles passent pour des choses naturelles. Et du coup, ça rend très difficile la possibilité de les identifier. Et pourtant, il n'y a pas de lien naturel entre le fait que vous ayez un handicap et le fait que vous ne puissiez pas aller à l'école, accéder à un emploi, avoir une vie amoureuse épanouie. Et si vous rencontrez cette difficulté, c'est parce que justement ces difficultés sont un problème qui est lié à l'organisation sociale. Et l'organisation sociale, elle peut changer. Donc il ne s'agit pas de lutter contre les valides, mais bien de dénoncer un système de pensée, de fonctionnement qui est très ancré dans nos sociétés et qui est souvent très inconscient. Un système qui se décline dans les différentes sphères de la vie, avec des barrières systémiques, des représentations stéréotypées, un manque de sensibilisation, des privilèges pour les uns, des inégalités pour les autres, l'invisibilité, des discriminations, une présomption à la capacité, des attitudes de déresponsabilisation et d'altérisation. Par exemple, l'acceptation par le commun des mortels de l'institutionnalisation des personnes handicapées. Ce que la plupart des personnes refuseraient catégoriquement pour eux-mêmes, pour leurs enfants, ils l'acceptent pour les personnes handicapées, car pour elles, c'est différent. C'est ce qu'on entend souvent. Aussi, ce qu'on vit aussi beaucoup, c'est des micro-agressions répétées, avec des regards de pitié, une réflexion telle que vous êtes accompagné, une attitude de dégoût. Ça fait partie de tout le système d'oppression auquel se heurte. Et comme pour toute oppression, avoir un comportement capacitiste ou validiste, c'est rarement intentionnel en fait, hein. Mais ça reste quand même des micro-agressions répétées qui introduisent un processus d'oppression, et celle-ci découle souvent, le plus souvent de l'ignorance. Et le capacitisme, il s'exprime partout et tout le temps. Il est aussi le fruit d'un projet éducatif qui valorise la performance et la capacité. Ça va être du style, le petit a fait ses premiers pas avant les autres, mon fils est le plus intelligent de sa classe. C'est toutes des choses qu'on entend et qu'on voit autour de nous. C'est quelque chose de systématique. Et les auteurs ne portent pas toute la responsabilité de leur œuvre. Ils sont au cœur d'un système qui leur permet difficilement d'agir autrement. C'est pourquoi il faut donc s'informer, chercher à comprendre, développer son empathie et s'éduquer. Et le validisme, il est sous-jacent dans la façon dont nos sociétés sont organisées. Les activités les plus quotidiennes, hein, comme aller à l'école ou au travail, prendre les transports publics, faire les courses ou pratiquer un hobby, sont difficiles, voire impossibles, pour les personnes handicapées. Et elles finissent donc exclues et isolées. Alors, j'ai envie de dire que les droits humains défient le validisme, car la diversité, comme je le disais juste avant, elle est finalement partout autour de nous. On est tous différents. C'est pourquoi nous, personnes en situation de handicap, on revendique notamment l'accessibilité universelle, à ne pas confondre avec la question de l'universalisme, hein. Nous, on est clairement dans une approche intersectionnelle, c'est-à-dire de la question du cumul des oppressions et du fait qu'il n'y a pas à hiérarchiser les oppressions aussi. Donc, on défend l'accessibilité universelle, c'est-à-dire une accessibilité qui est conçue pour tous sans être discriminante, mais qui permet que personne ne soit exclu parce qu'effectivement l'environnement n'est pas adapté à chacun. Et puis il y a la question du droit à la vie autonome. La vie autonome, ça signifie que les personnes handicapées ont les mêmes choix, les mêmes possibilités, les mêmes libertés que n'importe quel autre citoyen à domicile, au travail ou comme membre de la communauté. Ça ne signifie pas nécessairement que les personnes handicapées doivent pouvoir tout faire par elles-mêmes, mais ça signifie que tout l'accompagnement et l'assistance dont elles ont besoin doit être basé sur leurs propres choix et leurs aspirations. En pratique, personne n'est autosuffisant. Nous avons tous besoin et nous utilisons tous de l'aide à un moment ou à un autre. Ça va du petit enfant
qui effectivement va être aidé par ses parents, à la personne âgée qui pourra avoir besoin aussi d'aide. Et pour donner un exemple, peut-être pour mieux expliquer les notions d'indépendance et les questions d'autonomie, si vous prenez une personne qui est, je pense à un de mes militants, qui est très lourdement handicapé, qui est tétraplégique et qui donc ne peut pas se servir de ses membres inférieurs ni de ses membres supérieurs. Il est dans un fauteuil roulant électrique et il a donc besoin d'aide de personnes qui lui découpent les aliments, l'aident à manger en lui donnant la cuillère, etc. Et ce garçon, il est autonome. Pourquoi? Parce que même s'il est dépendant d'un tiers pour réaliser des actes qu'il ne peut pas réaliser lui-même, c'est lui qui choisit ce qu'il mange, c'est lui qui choisit la manière dont on porte la cuillère à sa bouche, c'est lui qui choisit à quel moment, c'est lui qui choisit comment, ce qu'il y a dans l'assiette. Et justement, nous, on se bat contre l'institutionnalisation qui est quand même la marque de fabrique de la politique française du handicap depuis très longtemps et qui est due à plusieurs choses. D'abord, l'abandon de l'État sur ces questions-là et des mouvements gestionnaires extrêmement importants qui ont comme particularité aussi de parler à la place des personnes directement concernées. Quand vous voyez des associations comme une API, la PAGH, l'APS, qui se prétendent représentatives des personnes et qui en même temps gèrent des centaines, des milliers d'établissements spécialisés, c'est comme si demain, on demandait si demain, pour exprimer le point de vue des détenus, on s'adressait aux matons. Ça choquerait dans ce cas-là, mais pour nous, ça ne choque pas. Et aujourd'hui, ça arrange l'État français d'avoir comme interlocuteur ces grosses associations gestionnaires qui mettent quelques militants en situation de handicap à leur tête pour donner le sentiment qu'elles font parler les personnes directement concernées, alors qu'elles défendent avant tout la gestion d'établissements. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche qu'un enfant, quelle que soit l'importance de son handicap, quelle que soit l'importance des compensations à lui apporter, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un gamin ne peut pas être à l'école de la République et continuer à vivre chez ses parents? C'est le fait que, d'abord, il y a des questions d'accessibilité à l'école. Toutes les écoles ne sont pas accessibles. Toutes les écoles n'ont pas, on l'évoquait, des salles où les gamins pourraient faire leur rééducation. Et on les envoie dans des établissements spécialisés où on les ségrègue. Ce qui a fait d'ailleurs dire à l'ONU, dans son rapport de 2019, il y avait 3 termes qui ressortaient sur la politique française du handicap: ségrégation, privation de liberté, atteintes aux droits humains. Voilà, et on peut aussi constater que les personnes, les adultes ou les enfants qui sont les plus institutionnalisés, il y a des questions sociologiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas majoritairement les gosses des cadres, c'est quand même majoritairement les gosses des ouvriers qui finissent en établissement spécialisé, à qui on dit aux parents, ben non, vous comprenez, vous n'allez pas pouvoir le garder chez vous, il sera mieux dans tel établissement. Ou tout simplement à qui on dit, ben de toute façon, vous n'aurez pas d'aide humaine, donc c'est vous qui allez devoir tout supporter, tout organiser à domicile. Donc effectivement, on continue à institutionnaliser, alors que c'est contraire aux droits de l'homme, alors que c'est contraire à la Convention des droits des personnes handicapées que la France a ratifiée en 2010. Je vais peut-être laisser la parole, après je pourrais vous parler d'autres éléments, mais peut-être laisser la place à des questions, des interventions de Fabienne ou de Claudia. Je vais peut-être revenir sur le fait qu'on n'a que notre voix pour parler. C'est ce qui m'a poussé dans les bras des Gilets jaunes au début du mouvement. C'est qu'en fait, nous, on n'a personne, on n'a pas des syndicats. Comme tu dis, il y a des grosses associations, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut se retrouver. Donc, comment lutter contre cette société qui ne voit que le profit, même dans l'être humain? En fait, si l'être humain ne permet pas à la société de s'enrichir, il est mis de côté. On lui parle mal, on lui dit qu'il ne sert à rien, enfin, etc. C'est des choses aussi sur ce truc de combattre pour le service public en tant que gilet jaune. C'est aussi une base de combattre contre toutes les violences et contre toutes les dominations. Il y a là-dedans
évidemment l'antifascisme, il y a là-dedans le féminisme. En fait, c'est pas seulement sur l'handicap, mais c'est vraiment combattre toutes les violences et toutes les dominations. Donc sur un mouvement qui est parti du prix du pétrole, on est arrivé très très vite à des envies de justice sociale et fiscale, des envies de collaborer, du collectif, de s'organiser vraiment à la base des choses, toutes ces bases qui ont débordé les syndicats et les associations et qui sont retrouvées en jaune dans la rue. Bon, alors moi, je vais conforter le discours de Odile autour de l'accueil des enfants en situation de handicap, puisque effectivement, moi, c'est ce qui me touche le plus, puisque c'est avec eux que je travaille. Donc, moi, je travaille en Seine-Saint-Denis, en sachant qu'une ULIS cognitif, donc l'ULIS cognitif, ça veut dire tous les problèmes tous les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, quels qu'ils soient, et ce qui me fait un panaché d'enfants ultra dyslexiques à des enfants autistes lourds, c'est-à-dire des enfants qui ont du mal avec une déficience intellectuelle. Très intellectuelle. Mais je parlerai pas de déficience intellectuelle, je dirais une autre intelligence, parce que je pense qu'ils sont intelligents, mais pas dans la façon dont la société les attend. Ça, on en a discuté hier, et je pense qu'ils sont vraiment très intelligents, mais pas du tout de la façon dont la société attend d'eux. Le problème de la société, quand on parle des droits humains aussi, c'est que les parents ont une place importante, mais ils ont aussi une image et un désir d'enfant qui parfois les mène à des comportements, je ne dirais pas abusifs, parce que c'est un grand terme, mais à essayer de faire en sorte que leur enfant atteigne plutôt cette normalisation, entre guillemets, parce que c'est aussi à travers leur enfant, leur propre image. Donc c'est à la fois ça, c'est aussi un déficit, c'est-à-dire que, alors là c'est le débat entre Odile et moi sur la place des IME, mais quand on accueille des enfants autistes qui n'ont rien d'autre que l'école, c'est-à-dire la collègue AESH, donc accompagnant des enfants en situation de handicap dans la scolarisation, et l'enseignant, c'est pas suffisant parfois, notamment pour eux, parce qu'ils ont besoin d'explorer d'autres parties de leur corps, de leur savoir-être et de leur savoir-vivre. L'école, et pas que l'école, hein, parce que moi je travaille aussi beaucoup avec les CESA, des accompagnants extérieurs, parce que beaucoup de parents n'ont pas de place en IME, donc ils font appel à des CESA qui sont remplis, pas tous n'ont cet accompagnement, ou ils l'ont assez tardivement, et donc ce qui inclut des entrées dans la classe d'éducateurs et de psy, et qui eux aussi finalement travaillent beaucoup dans le sens de mener l'enfant à une normalisation. Alors, effectivement, donc là, on n'est pas du tout dans le désir de l'enfant, puisqu'on n'arrive pas à le comprendre, pour la plupart du temps. Et puis souvent, les enfants, moi j'en ai une, Estelle, qui est très autiste lourde, et qui, effectivement, elle a accepté toutes les contraintes, parce que comme ça, elle sait que on va la laisser tranquille pendant 5 minutes, mais on ne connaît pas son désir. Elle n'est pas capable d'être autonome. Et quand on parle d'autonomie, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour un individu. Savoir s'occuper de soi, avec l'aide ou sans aide, c'est extrêmement important. Et ça, effectivement, à l'école, on n'est pas censé, en tout cas, le faire, alors que pour certains, on devrait l'avoir. Donc on se retrouve avec une pénurie d'accompagnants, de cibler les vrais besoins. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important que s'ils ont envie, parce qu'en fait je pense qu'ils peuvent avoir la capacité de lire, mais s'ils ont envie d'apprendre à lire, qu'ils aient la possibilité de le faire, s'ils ont envie de faire d'autres choses, qu'ils aient la possibilité de le faire, mais dans l'école telle qu'il est, c'est-à-dire apprendre à lire, à compter, on se retrouve avec souvent des situations de contraintes faites déjà à tous les enfants, pour le coup, voilà, et en particulier à eux aussi. Donc,
Mais en fait, c'était la discussion qu'on avait hier soir, c'est que, et comme tu le dis si bien, les parents demandent des places en IME. Pourquoi les parents demandent des places en IME? Parce que, en théorie, c'est le seul endroit où on leur offre une plateforme avec tous les services. Ce qui est d'ailleurs de moins en moins vrai. Alors que, moi, ce que je défends, c'est une école d'abord qui, au niveau des locaux, est accessible à tous, avec des lieux où les enfants peuvent prendre des moments de répit, où ils peuvent avoir des rééducations, qu'ils soient physiques ou des rééducations cognitives. En fait, je me bats pour que ce soit les services qui viennent à l'école et qui viennent compléter. Et puis, il y a le problème des AESH. Les AESH, ce sont des personnels précaires qui sont eux-mêmes souvent en difficulté, qui parfois ont eu des parcours plus que difficiles. Et on demande à ces gens précaires dans des conditions difficiles d'accompagner les gamins. Forcément, ça devient de la garderie. Ça devient de la garderie ou du temps partiel. Alors que, et quand on parle d'autiste lourd, moi il paraît que je suis une autiste légère, puisque je suis autiste, mais sans déficience intellectuelle, en tout cas dans les repères normés. Il y a par exemple une expérience qui s'appelle Gaotena au Pays Basque espagnol, où depuis 40 ans, des enfants, des adultes autistes maintenant, qu'ils aient ou pas un retard intellectuel, sont scolarisés dans l'école de leur quartier. C'est-à-dire que les parents ne font pas un dossier MDPH, ils inscrivent leurs gamins, comme n'importe quel autre parent, à l'école du quartier. Et c'est l'école du quartier, en lien avec Gaotena, qui organise l'accompagnement avec d'abord, tous les enseignants de ces écoles sont formés. Et puis, il y a les éducateurs, les psychologues, les psychomotriciens, les ergos, enfin voilà, tous les professionnels qui interviennent dans l'école, sur le lieu où sont les gamins, et puis à domicile. Et le problème des CESAD, c'est que dans l'absolu, les CESAD, c'est une très bonne chose, sauf que dans la réalité, les CESAD, ils font du saupoudrage. C'est-à-dire, on va faire une petite rééducation par-ci, par-là au gamin. Il en a besoin d'une fois par semaine, il en a besoin de 5 par semaine, il en aura une. Et puis, il a besoin d'éducation de langage, un orthophoniste, et bien il ne l'aura pas, et ainsi de suite. Nous, on voit débarquer, puisque je siège dans la commission des droits de l'autonomie en Haute-Garonne, des parents dont les gamins soit sont en IME, soit suivis par un CESAD, où ils n'ont pas toutes les rééducations qu'ils doivent avoir. Donc en fait, on est face à un gouvernement qui se contente d'aligner des chiffres dans des tableaux en disant voilà, il y a tant d'enfants handicapés scolarisés à l'école. Oui, mais scolarisés dans quelles conditions et comment? Et avec quels moyens? Alors après, on ne va pas se mentir, il y a aussi un problème de la part d'un certain nombre d'enseignants on est dans une culture élitiste quand même en France où beaucoup d'enseignants, me semble-t-il, sont dans la volonté d'avoir des enfants. Voilà, on va s'occuper de ceux qui suivent bien et de ceux qui sont capables d'être les leaders de demain. Les autres, c'est pas trop grave, quoi. Donc c'est aussi contre tout ça qu'il faut se battre. C'est contre. Moi, je souhaite qu'on ait à l'avenir des enseignants dans ce pays qui sont des enseignants qui, parce qu'ils ont appris différentes méthodes, sont capables de s'adapter à tous les gamins. Parce que tous les gamins n'ont pas les mêmes besoins. Tous les gamins n'ont pas les mêmes vitesses de développement. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça la diversité et la richesse de ce pays. Soit on fait des individus normés, prêts à produire, soit effectivement on accepte la diversité humaine et chacun a droit à la même place. C'est la Constitution française qui dit que nous sommes censés être égaux en droit et en dignité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Être en situation de handicap en France, c'est ne pas être égal, c'est ne pas être digne. Et c'est gravissime. Là, je viens de participer ces dernières semaines à l'audition aux réunions organisées par l'ONU parce qu'il y a une nouvelle phase d'évaluation de la manière dont la France applique la Convention ONU. Et je peux vous dire qu'on a fait avec d'autres associations avec lesquelles je travaille, je pense notamment à la coordination handicap autonomie, à Clé Autiste, à l'Alliance Autiste, aux dévalideuses, aux clés, à mobilité réduite et d'autres qui sont toutes des associations indépendantes, toutes des associations qui ne gèrent aucun établissement, qui sont donc des associations réellement militantes. On a fait un rapport au vitriol et on a bien vu que, effectivement, les membres du comité des droits des personnes handicapées de l'ONU
étaient effarés de voir la politique qui est menée en France. Et la ministre a été pitoyable, pitoyable. Sophie Cluzel et son staff, il y a eu un moment où, par exemple, ils expliquaient qu'en France, il n'y a pas d'hospitalisation sous contrainte, parce que les associations de malades psy ont dénoncé les mesures, les contraintes d'hospitalisation. Non, ils vous expliquent qu'en fait, il n'y a pas d'hospitalisation sous contrainte, il n'y a que des traitements sans consentement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils utilisent la sémantique pour en fait nier la réalité des pratiques qu'ils ont. Et c'est tout à l'avenant. Cluzel, notre ministre, qui ne peut pas faire une phrase sans placer le mot inclusion dedans. À tel point que nous, quand on parle d'inclusion, on commence à s'hérisser parce qu'on sait très bien que ce n'est pas de l'inclusion. C'est par exemple les habitats inclusifs. Ça, c'est le grand truc du gouvernement qui, après avoir démoli le droit à l'accessibilité, je fais une parenthèse sur la question de l'accessibilité, ça fait depuis 1975 qu'il y a des lois dans ce pays. Et que la particularité de la France, c'est de faire des lois qui paraissent généreuses, mais de ne surtout pas les appliquer. Surtout pas. Donc, résultat, nouvelle loi en 2005, rebelote, avec une échéance en 2015, échéance non tenue. Au lieu de sévir, qu'est-ce que fait le gouvernement, qui avait d'ailleurs pas montré l'exemple, il propose l'ordonnance de 2014, qui carrément propose des délais de 10 ans, jusqu'à 10 ans supplémentaires, et en même temps, on profite pour raboter les normes. Par exemple, la loi de 2005 disait que tous les transports seraient accessibles, sauf quand il y avait des impossibilités techniques qui étaient avérées, qui étaient définies. Eh bien, ils ont résolu le problème. Maintenant, on rendra accessible que les arrêts dits prioritaires. C'est quoi les arrêts prioritaires? C'est ceux qui sont très fréquentés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, vous n'avez pas le droit d'aller vivre dans un petit coin perdu à la campagne, parce que vous n'aurez pas de transport, parce que ce n'est pas assez fréquenté. Ils ont mis fin donc à ce qu'on a appelé la continuité de la chaîne de déplacement, c'est-à-dire la possibilité d'aller d'un logement à un point A, un point B, en passant par tel, etc. Et c'est dramatique. Et ils ont aggravé la situation en votant la loi Elan qui a divisé par 5 la production de logements neufs accessibles. Il faut savoir que l'argument du gouvernement était de dire, vous comprenez, 100% de logements accessibles, c'est pas possible, il n'y a pas autant de personnes handicapées. Ça peut paraître frapper au point du bon sens, de se dire finalement il y a X% de personnes handicapées, donc on va faire X% de logements accessibles. Mais c'est nier toute la dimension citoyenne des individus. C'est nier le fait qu'on ne fait pas que vivre dans un logement. On y reçoit des gens, on rend visite à des amis. Donc comment allez-vous pouvoir rendre visite à vos amis si eux continuent à être dans des logements inaccessibles? Et puis alors, ça veut dire que vous devez prendre tel logement et pas tel autre? On n'a pas la même liberté de choix que les autres. Voilà. Et donc, pour nous faire avaler ce recul majeur, soit dit en passant, ça n'a jamais été 100% de logements accessibles, c'était 100% de logements accessibles au rez-de-chaussée et dans les étages desservis par ascenseur. Ce qui en réalité, selon les données de l'INSEE, ne donnait que 45% de logements neufs qui étaient aux normes d'accessibilité. Et donc, on a divisé par 5. Et aujourd'hui, encore plus que demain, que hier, on a des gens qui sont logés dans des logements dont ils ne peuvent pas sortir. Et c'est voilà, c'est toute la négation du droit, de l'égalité de droit et de traitement, quoi. Et donc, ce qui nous ont servi maintenant, c'est l'habitat inclusif. C'est devenu le grand dada de ce gouvernement. Ce sont des logements voilà, en tout petit nombre, pour lesquels vous avez adossé au bail du logement un contrat avec un prestataire de services à domicile. Ça a été lancé il y a 10 ans à Toulouse, ça, l'habitat inclusif. Et moi, je fais partie de ceux qui s'y opposent fermement. D'abord parce que je ne vois pas de quel droit on n'aurait pas les mêmes choix de logement que les autres, cette question de droit à la vie sociale, mais aussi parce que la perversité du système, c'est que vous n'êtes pas satisfait du service d'auxiliaire de vie. Vous ne perdez pas seulement le service, vous perdez le logement. Donc quand vous êtes dans un système où c'est très difficile d'obtenir un logement accessible, ben vous acceptez d'être maltraité pour ne pas perdre votre logement. C'est ça la réalité. Et puis en plus, c'est une manière d'organiser la pénurie. C'est-à-dire que dans ces logements où les gens, on les oblige à mutualiser leurs aides humaines, le résultat, c'est quoi? Ben, c'est que X veut sortir, on lui dit ben non, il faut réserver à l'avance.
parce que l'auxiliaire de vie ne sera pas disponible pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une auxiliaire de vie, mais en fait, tu ne l'as pas, quoi. Et c'est tout à l'avenant comme ça. Et c'est un moyen, en fait, de faire de l'inclusion low cost. Parce que ce n'est pas de l'inclusion. En fait, ils recréent des petites institutions, ils cassent les conventions collectives du médico-social pour finalement voilà, faire que on ait des auxiliaires de vie qui ne sont pas formés, qui ne sont pas payés correctement, qui ne font pas le taf dont on a besoin, et qui, voilà, quand vous avez un turnover de... j'ai vu les personnes avoir 20-30 personnes différentes chaque mois. Comment vous voulez, enfin, je veux dire, avoir des personnes qui viennent dans votre intimité tous les jours et qui sont différentes à qui il faut expliquer. En fait, votre vie, elle consiste à expliquer de quoi vous avez besoin. Hein. Et votre vie, c'est de la survie. C'est-à-dire qu'on organise dans ce pays la survie. En aucun cas, on permet aux gens d'être autonomes, de choisir leur vie, de la mener comme ils l'entendent, d'accéder à l'emploi, d'accéder aux loisirs, d'accéder à une vie sociale. Et je ne vous parle pas d'essayer d'être élu. Alors là, c'est encore mieux. Je vais compléter hein, ce tableau que tu es en train de nous faire, c'est-à-dire que du coup, on va retrouver exactement la même situation, notamment pour les besoins d'accompagnants de personnes, hein, des AESH, dans les écoles, puisque c'est le grand mot de mutualisation. Donc peut-être qu'avant, on va peut-être vous parler que la scolarisation des enfants en situation de handicap, le nombre d'heures qui leur était accordé au sein de l'école était attribué par la MDPH. Donc à l'heure d'aujourd'hui, les enfants dont je m'occupe par exemple, ils ont le moins d'heures c'est 12 heures et le plus d'heures c'est 17 heures, quasiment presque une semaine entière. Avec évidemment un accompagnant, une accompagnante auprès d'elle pour suivre et ça clôt dans le dispositif. Là, ce qu'est en train de prôner, puisqu'ils sont en train de prôner effectivement cette inclusion à tout bout de champ, et qu'ils n'ont pas les moyens, et ils ne veulent pas, c'est pas juste qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils ne veulent pas donner les moyens d'un véritable accompagnement. Ils ont réussi à faire rentrer au sein du conseil de la MDPH qui a attribué le nombre d'heures d'accompagnement par enfant, un responsable de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les enfants, c'est plus la MDPH qui attribue les heures, c'est du coup en grande négociation avec l'éducation nationale. Ce qui fait que nos collègues AESH, elles n'auront plus forcément la possibilité d'être avec des enfants sur la semaine, de les suivre, de les connaître, de savoir là où est-ce qu'il peut y avoir des soucis, etc., pour pouvoir travailler vraiment sur le fond et avoir un accompagnement de qualité. Et ben, elles auront, ces enfants auront 1h30 par jour au mieux. Et puis la collègue AESH qui est déjà précarisée, qui a déjà un emploi très peu payé, très peu valorisé, et ben, elle va devoir courir parce qu'elle a 1h30 avec elle. Et puis après, elle aura 1 heure avec un autre, dans une autre école. Donc, en Seine-Saint-Denis, c'est pas là où c'est le plus grave pour elles en termes de déplacement, puisque comme c'est très dense, donc elles peuvent les sectoriser, donc sur 2 ou 3 écoles qui ne sont pas très loin. Mais les collègues qui habitent et qui travaillent en province, ou même en banlieue plus lointaine comme la Seine-et-Marne, en tout cas en région parisienne, elles vont faire 20 km pour le même salaire, en sachant que, en plus, c'est même pas décompté. Leurs temps de déplacement ne seront pas comptés dans leur temps sur le temps de travail. Donc, du coup, on se retrouve avec des enfants pas accompagnés, des collègues pas formés, des classes en surnuméraire, puisque ça va s'accompagner aussi pour, en tout cas, nous, la région parisienne, la fin des REP. Alors, on maintient les REP+, mais on n'a plus de REP. Ce qui veut dire que ça va permettre l'augmentation du nombre d'enfants dans une classe, qui fait que la collègue va se retrouver, comme on est souvent dans les classes en province, à 28, 30, plus un enfant autiste lourd, entre guillemets, hein, et ou un autre, où elle va devoir s'occuper et gérer tout ça. Donc on va se retrouver dans une dégradation absolue
Et puis, du coup, on va se retrouver aussi dans des situations où les enseignants, ils vont dire, bah non, là, c'est pas possible. Donc, au lieu d'avoir leurs 12 heures, leurs 17 heures en présence à l'école avec d'autres enfants, avec un accompagnant qui puisse les aider, et ben on va demander, bah non, là, c'est pas possible, là, je suis débordée. Et en tant qu'enseignant ou enseignante, je vais demander à ce que le gamin soit présent 1 heure et demie. Donc, du coup, on parle d'inclusion. Donc, je rajoute sur ce que disait Odile, mais on n'y met pas les moyens. Donc, ce n'est pas que le moyen d'espace. Déjà, les écoles ne sont pas faites parce qu'il n'y a pas de lieu qui est réfléchi. Moi, je suis obligée de sortir de la classe avec un groupe d'enfants pour laisser un autre groupe d'enfants parce que nous n'avons pas de place pour accueillir le travail d'une éducatrice. Ça se trouve qu'on fait d'autres activités. Voilà, on s'arrange. Mais on ne devrait pas. Et d'autres collègues, s'ils ont un enfant, ils ne vont pas sortir les 30 autres pour laisser l'enfant tranquille avec l'éducatrice. Enfin, on se retrouve dans des situations où on est en train de gérer une pénurie, une véritable pénurie, quelque chose qui n'est pas réfléchi. Et on va se retrouver avec, au lieu d'avoir scolarisé des enfants, on va se retrouver à les déscolariser. Moi, j'avais envie de revenir sur le fait de cette société. Parce qu'en fait, ce qui est très normal, c'est de vivre ensemble. La société, elle a mis à l'écart. Elle n'a pas voulu qu'on voit la différence. On ne fait pas partie du monde. On est vraiment mis à l'écart. Je voulais parler une seconde de l'état de la psychiatrie, puis après je reviendrai sur l'état de l'hôpital. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un véritable effondrement. Ils ne l'ont pas dit, mais ils ont commencé largement à vendre aux services privés une partie de ce que normalement l'hôpital public devait faire. Donc aujourd'hui, par exemple, en psychiatrie, on attache des gens parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper des malades. Pas parce que la psychiatrie est violent institutionnellement, mais parce que le manque de personnel est tellement criant qu'en fait, là vienne la maltraitance. Donc l'état de la psychiatrie, comme l'état de tous les handicaps, et l'état de l'hôpital public, en fait. Il faut savoir que ça fait déjà quelques années qu'il y a des véritables pénuries de soignants, mais aussi de médicaments, de matériel comme des tensiomètres, où en fait, par exemple, à La Tronche, à l'hôpital de La Tronche, tout un service a un seul tensiomètre. Donc, quand on prend les tensions, en fait, c'est la guerre au tensiomètre, quoi. J'ai vu aussi, il y a 3 ans, en fait, des infirmières qui discutaient sur le traitement d'un patient. Donc, ils avaient besoin de 50 mg de corticoïdes. Donc, en fait, ils cherchaient, ils appelaient la pharmacie pour avoir les 50 mg de corticoïdes. Et à l'hôpital de La Tronche, à Grenoble, qui n'est pas le petit hôpital de campagne, ils ont trouvé 50 comprimés de 1 mg. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez l'habitude d'avaler beaucoup de médicaments. Nous qui avalons beaucoup de médicaments, 50 mg de corticoïdes, en fait, ça bousille tout estomac, ulcère, et elles se sont vues obligées de donner, donc de faire une maltraitance grave à un patient, le rendre malade pour qu'il ait son traitement. J'ai vu aussi, par exemple, le parking des hôpitaux, des grands hôpitaux, se privatiser. Donc, nous, patients, emmenés en ambulance ou en VSL, on doit payer le parking. Donc, l'ambulancier, qui normalement son travail, c'est de vous transporter à l'hôpital et de vous ramener chez vous, il doit aussi rentrer dans l'hôpital, vous aider à faire les papiers, puis vous montrer à votre étage et puis redescendre. Sauf que la plupart du temps, c'est plus long que 3/4 d'heure et à partir de 3/4 d'heure, vous payez le parking. J'ai vu, comme moi, une patiente qui est sous traitement, mise d'office à domicile, sans en fait se rendre compte
que ces traitements-là ne devaient pas et ne pouvaient pas être pris en charge par la sécurité sociale, donc être faits par nos soignants à domicile. Ce qu'on a vu à l'hôpital aussi, c'est beaucoup de colère de soignants et des patients, mais cette colère-là se transformait en maltraitance sur les patients. Les soignants étaient maltraités, nous, les patients, nous étions maltraités. Aujourd'hui, ce qu'on voit à l'hôpital, je vais finir rapidement, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est en fait, on nous dit, vous, les patients de longue durée, vous coûtez trop cher. Ça, c'est sûr. Donc, on essaye de nous mettre à domicile et de nous vendre aux entreprises privées qui s'installent en France. Il y a des placards pas possibles pour les assurances privées à l'hôpital de la Tronche. On n'a pas de tensiomètre, mais par contre, on a des robots. Il y a 2 ans, quand le corona est arrivé, mon gastro-entérologue, parce que j'ai une maladie de Crohn aussi, m'a appelé et m'a annoncé que j'avais une chance monumentale. Aujourd'hui, à partir de maintenant, je serai suivie par le robot Alex, le robot gastro-entérologue, qui me suivrait sur la maladie de Crohn. Et j'ai dit, moi, je ne veux pas être suivie par un robot. Et mon médecin m'a dit, de toute façon, nous, on est envoyé en zone corona, on se verra après l'apocalypse. Il faut savoir que l'apocalypse, il est arrivé et il a fini de détruire ce qu'ils avaient déjà entrepris de détruire très sacrément. En fait, quand vous êtes gravement malade, que vous passez des mois à l'hôpital, rien que le fait d'avoir une chambre seule, ça peut être important. Enfin, pour moi, c'est important, quoi. Parce que c'est très difficile quand vous avez une très grave maladie de voir votre fin. Et c'est ce qu'on voit quand on est hospitalisé dans des chambres doubles. On voit ces personnes âgées qui ont nos maladies et qui sont 40 ans après, 30 ans après, et qu'on voit être dans des états en fin de vie et vivre des maltraitances encore pires que les nôtres, quoi. Donc voilà, je voulais finir sur ça en vous disant, nous malades, on ne sait pas si on va avoir nos soins, on ne sait pas si on va avoir nos traitements qui sont des traitements vitaux, et on ne sait pas si demain notre hôpital vivra encore. Ils nous disent qu'après le vaccin, après le corona, on verra. Ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est que notre hôpital ne marche plus. Mais ce n'est pas l'hôpital de campagne qu'ils ont détruit il y a bien longtemps, c'est vraiment les grands hôpitaux qui sont dans ce stade-là. Voilà. Il y a peut-être des questions, des interventions. Moi, du coup, je veux bien réagir à ce tableau que vous avez fait. Ce que j'entends dans tout ce qui a été dénoncé, d'abord, c'est un véritable scandale. Mais moi, ça me fait penser à ce que Macron disait, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui sont rien. Voilà. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là d'un système néolibéral et d'une volonté politique de faire disparaître tout ce qui n'est pas profitable. Voilà, tout ce qui fait pas de pognon. Et en ça rejoint effectivement tout à fait et les revendications des Gilets jaunes, on veut vivre et pas survivre, et tout ce qu'on peut voir en ce moment sur la gestion absolument ubuesque de la politique de santé. En fait, toutes ces questions-là, elles sont politiques. Et ce que tu décris, Odile, quand tu parles justement de la supériorité du valide sur le handicapé, c'est ça en fait. C'est oui, faut que je dise merci d'être encore vivante alors que je suis pas tout à fait comme les autres en fait. Et en ce sens-là, ces questions, elles sont politiques et la lutte, elle est politique. Et en fait, elle pose la question, d'un côté, à mon avis, de la culpabilisation et la responsabilisation individuelle de la personne qui est victime, en fait, d'une société qui l'exclut, et voire même d'un système d'organisation, de production, de consommation, qui rend les gens malades. Voilà. Parce qu'il y a aussi, il y a à la fois la dimension des politiques de santé aujourd'hui qui fonctionnent sur la pénurie, mais il y a aussi la dimension environnementale. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de cancer, qui souffrent d'autisme, qui souffrent de dépression,
et qui sont en fait dans une souffrance directement liée à l'organisation politique, sociale et économique de notre société. Alors, voilà. On ne souffre pas d'autisme, on est autiste. On est autiste. On a un cerveau qui est conçu différemment. Exact. C'est pas une pathologie, c'est une différence neurocognitive. Ouais. Tout à fait, pardon. Mais on est tous, hein, on s'inscrit tous dans des schémas de pensée, dans du vocabulaire qu'on a entendu et qu'on répète et dont il est difficile de s'extraire. Hein, c'est pas une volonté de oui, parce qu'en fait, on entend les mots et le mot, c'est la pensée. Et la pensée dominante, elle intègre aussi les discours, quoi. Et donc, du coup, je crois qu'il y a un vrai lien à faire justement entre la lutte contre le validisme, la lutte contre les oppressions aujourd'hui, mais aussi la lutte politique et écologique pour lier la justice sociale et la justice environnementale. Du coup, je vais donner mon exemple. Moi, en fait, je suis militante de PEPS, mais avant, j'étais gilet jaune. Enfin, je suis toujours gilet jaune, mais j'ai d'abord commencé avec le mouvement des gilets jaunes. Et j'ai commencé avec le mouvement des gilets jaunes parce que j'étais en arrêt longue maladie, parce que j'étais en convalescence d'un cancer, parce que j'avais été contaminée par une usine polluante. Donc, en fait, c'est l'environnement, c'est la pollution de l'environnement qui m'a rendu malade, et c'est la maladie qui m'a exclue de la société, et c'est l'exclusion de la société qui m'a rendu gilet jaune, et c'est le mouvement des gilets jaunes qui m'a amené vers PEPS, en fait. Parce que par rapport à ces questionnements-là, l'une des possibilités, c'est précisément de s'unir pour donner une réponse politique. Sinon, on se laisse écraser, quoi. Quand vous parlez d'autonomie, je me demandais comment vous appliquez ce concept-là dans le cas de handicap mental, y compris de handicap mental sérieux. Est-ce que on va l'entendre de la même manière ou Oui, le validisme, c'est juste l'écart à la norme. Donc, avoir une déficience intellectuelle, avoir une trisomie, c'est effectivement être dans l'écart par rapport à la norme, être exclu de la même manière. Mais c'était peut-être pas ça la question. Non, et je le précisais peut-être. Mais je pense que l'autonomie, c'est pareil, c'est un travail. C'est-à-dire que quand Odile parlait d'habitation où tout le monde pouvait s'inscrire, qu'il n'y ait pas besoin de discrimination, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un bâtiment que tu vas construire pour accueillir les personnes en fauteuil ou autres, tu vois, qui doivent être accessibles à tous, mais c'est exactement la même chose pour un enfant autiste, c'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est d'abord, avant tout, c'est l'apprentissage de traverser la rue, c'est la capacité d'aller acheter un pain, mais effectivement, si tu construis des villes où il y a 100 millions d'autoroutes, en réalité, tu lui laisses peu la possibilité de se déplacer et de pouvoir aller tout seul, mais si tu penses un centre-ville, un lieu où effectivement, il peut se déplacer, où il peut juste se faire bousculer par un passant, c'est pas bien grave. Hein. Voilà, en fait, c'est-à-dire que du coup, quand à mon sens, hein, c'est mon point de vue, quand on pose une personne en situation de handicap, c'est effectivement, c'est la société que tu changes. Quand on échangeait hier sur l'école idéale, l'école idéale, on l'a construite. C'est des classes avec des enseignants, certes formés, mais avec des classes en petit nombre, 16, 18, avec des enfants en situation de handicap. Au sein de l'école, avoir la possibilité Axel et Estelle adorent se baigner, ça leur plaît. Quand on va à la piscine, ils sont heureux, ils sont prêts à accepter plein de choses pour être dans l'eau. La possibilité de leur laisser ces espaces-là. Et ça profite à qui? Pas qu'à eux. C'est-à-dire que si on construit une école ouverte, comme on construit une ville ouverte, et si on part toujours de ceux qui ont des besoins spécifiques, et on les ouvre à tout le monde. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour Axel et Estelle, c'est aussi vrai pour Paul, Farida, qui doit aussi aller dans l'eau. C'est le principe de la conception universelle, c'est-à-dire qu'on construit l'espace public ou on construit l'organisation de la société, non pas en partant des besoins de ceux qui répondent le mieux à la norme, mais en partant des besoins de tous.
et en partant des besoins même de ceux qui sont les plus empêchés, que ce soit dans l'organisation de la société ou dans l'espace public. En faisant ça, on apporte une réponse à l'ensemble de la population. Parce qu'on le voit, hein, la télécommande, il faut savoir par exemple la télécommande de la télé, au départ c'est un outil de compensation du handicap pour les personnes, voilà. Et aujourd'hui elle est utilisée par tout le monde. Vous mettez un ascenseur, vous n'avez pas que des personnes handicapées qui l'utilisent. Voilà, parce que ça apporte une qualité de vie, une qualité d'usage à l'ensemble de la population. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir un espace public, mais aussi une organisation sociétale où chacun ait sa place, où il n'y en ait pas certains qui aient plus de place que d'autres. Parce qu'aujourd'hui, la politique française, c'est... enfin, moi, je suis un peu trash hein, là-dessus. Je rappelle qu'il y a eu une époque, hein, dans les années 30-40, où on a éliminé les personnes âgées, les personnes handicapées. On parle beaucoup de la Shoah, et à juste titre, mais il n'y a pas eu que la Shoah, il n'y a pas eu que l'élimination des Juifs. Il faut savoir qu'en France, on a laissé mourir de faim et de soif les personnes malades, les personnes handicapées, les personnes qui étaient dans les asiles. Il y a eu des millions de morts comme ça, qui sont des morts dont on a très peu parlé. Donc effectivement, on est dans une société aujourd'hui qui a gardé la trace de cette histoire et qui se dit que ça fait un peu trash quoi, d'éliminer un peu trop tous ces gens-là. Donc, voilà, ils organisent la survie. Mais de là à nous laisser le droit de vivre et nous laisser une place comme les autres, non. Et c'est bien ça le problème, c'est contre ça qu'on se rebelle. Et c'est vrai que la question du validisme, moi pendant très longtemps, j'ai pensé que la question du handicap n'était pas partisane. C'est-à-dire que ce n'était pas une question de gauche, de droite. D'ailleurs, il faut dire que les quelques lois qu'on a sur le handicap en France, elles sont le fruit de choix politiques de la droite et non pas de la gauche. Et le problème, c'est qu'en fait, si, c'est vraiment une question politique, pas seulement partisane, mais politique au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est des choix de société. Soit on choisit qu'on construit l'espace et on construit l'organisation uniquement pour les whiners, hein, parce que c'est ça. Vous en avez qui théorisent ça très bien. C'est Laurent Alexandre là, qui nous explique que celui qui a dit que qui a inspiré le terme de ceux qui sont des riens, quoi. Hein. Il y a ceux qui comptent et il y a ceux qui ne comptent pas. Moi, je souhaite que tout le monde compte différemment, que chacun a sa manière, mais que chacun compte. Merci beaucoup pour tout d'abord. Mais au départ, par le lien qui a été fait entre validisme et croissancisme, productivisme, parce qu'effectivement, il y a un choix à faire entre toujours plus pour les plus efficaces, les mineurs, ou mieux pour tout le monde. Un choix entre qualité et égalité, ou toujours plus et toujours plus d'inégalité. L'autre chose, c'est il y a une reprise du terme d'autonomie qui me semble assez riche, parce qu'effectivement, dire que l'autonomie, c'est revenir au mot autonomie, c'est-à-dire nomie, c'est donner des règles, et auto, c'est soi-même. Donc l'autonomie, c'est pas la dépendance fonctionnelle ou sociale aux autres, parce qu'on est tous dépendants, et dire que c'est bien se donner des règles à soi-même. Et c'est vrai que ça oblige, pour reprendre ta question, à se reposer la question de qu'est-ce que c'est que l'expression de la volonté. Comment on est capable d'écouter quelqu'un qui a justement une autre rationalité que la rationalité dominante, quand il exprime sa volonté. Donc ça ouvre, je pense, des perspectives assez fortes en termes de quelle qualité relationnelle de la société on veut. Est-ce qu'on insiste là-dessus, la qualité relationnelle, ou est-ce qu'on insiste sur la quantité? Moi, j'ai deux questions. La première, c'est vous avez évoqué plusieurs lieux de mobilisation des personnes concernées, par opposition effectivement aux grosses associations qui sont gestionnaires de structures, ou là c'est clair qu'il y a en partie un conflit d'intérêts. En plus, certaines associations, c'est les parents des personnes concernées. Ils sont parents à vie de gens qui sont adultes, donc voilà, on est dans le conflit d'intérêts à plusieurs degrés, sans d'ailleurs réduire sans prendre aux parents qui mettent une énergie là-dedans, souvent folle. Et donc, où en sont, je pense, ce mouvement-là des associations de personnes concernées de manière indépendante, etc. D'après ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est plus actif que ça ne l'a jamais été. Et l'autre question, c'est une question un peu sur l'actualité, c'est le regard que vous portez là sur les Jeux paralympiques,
où on est, il me semble, dans une ambiguïté complète, qui est d'un côté, c'est de dire, il y a des sportifs en situation de handicap comme il y a des sportifs valides, mais de l'autre, on est quand même dans ce que tu disais tout à l'heure, ce qui n'est pas le risque d'être, dans le bon handicapé, c'est celui qui est forcément un héros, qui surpasse son handicap, etc. Et voilà, ce qui enlève bien au handisport. Je pense que tu poses une très bonne question et que tu poses effectivement alors sur la question du handisport, que des gens qui sont en situation de handicap puissent faire du sport, puissent faire de la compétition, ça ne me pose pas de problème. La compétition dans le sport ne me dérange pas, elle me dérange dans la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, le sport, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'amuser à se mesurer en matière sportive. Par contre, il ne faut pas que ce soit dans la vie. Et effectivement, le problème qui se pose avec les Jeux paralympiques, d'abord, il ne se passe pas en même temps que les autres Jeux, même si la date est rapprochée. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est qu'on a demandé à tous les handisportifs, pour les Jeux de Tokyo, de ne pas faire de déclaration politique, de ne rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à ces gens, pour qu'ils puissent continuer à être sponsorisés, de ne surtout pas s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Et ça, je trouve ça me pose problème. Ça me pose problème. Et après, il y a cette histoire de véhiculer l'image que les bons handicapés, ce sont les sportifs qui réalisent des exploits et qui sont des leçons de vie pour les pauvres valides. Ça, oui, ça me pose problème. Donc, il y a toute l'ambiguïté. Il y a des choses positives, mais il y a aussi beaucoup de choses. Et le problème, c'est que c'est utilisé comme image publicitaire et que ça tend à faire croire qu'on mène des politiques d'inclusion alors que ce n'est pas vrai. On n'est pas vrai. On prend quelques individus qui servent de faire valoir à toute la politique qui est menée par ailleurs. Et ça pose problème. Et moi, j'attends que les handisportifs de France nous fassent comme en 68 ou en 36 et qu'ils soient capables d'utiliser leur notoriété pour dénoncer ce qui se passe en France, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'est-à-dire j'ai des copains, moi, dans ce monde-là, mais je ne suis pas d'accord avec eux sur le fait qu'ils se taisent sur ce qui se passe dans le monde du handicap. C'est un peu comme les autistes Asperger par rapport aux autres autistes. Les autistes Asperger, voilà. Et du coup, on devient bankable pour certains. Voilà, et ça devient aussi un biais. Le problème, c'est que ça peut être aussi un biais vis-à-vis des parents. Enfin, voilà, du coup, quand on leur parle d'autisme, ils espèrent tous que ce soit un enfant Asperger, alors que... On ne dit plus Asperger maintenant, d'ailleurs, parce que ça fait référence à... Donc, du coup c'est très compliqué. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec Odile. Ce sont des personnages qu'on met en avant, mais du coup, on cache la réalité des autres. Stéphane. Oui, je vais revenir sur ce dont tu as parlé. Je pense que si je suis enseignant, je pense que je vais augmenter la vie. Et je pense que le problème, c'est la notion d'utilitarisme. Voilà. Il y a un ancien du mouvement Fanet que je connais qui dit toujours, avec des bons programmes scolaires, on fera des bons repos. Et je pense que cette phrase-là, elle définit bien le problème. C'est-à-dire que si on avait les écoles adaptées, comme tu dis, tout ça, ça poserait aussi le problème de qu'est-ce qu'on y fait dans une école. C'est-à-dire à quoi ça sert. C'est-à-dire, si on ne respecte pas la volonté et les capacités des enfants différents, ça mettrait surtout en regard le fait qu'on ne respecte pas la capacité des autres et que l'école, c'est foncièrement une institution qui est totalitaire et totalisante. Moi, quand j'entends des gens qui disent le savoir est émancipateur, je reste toujours bouche bée. Ça fait 26 ans que je suis inscrit, que je fréquente les enseignants, le système scolaire, machin, des beaux discours, tout ça, j'en entends plein. Mais c'est pas du tout ce qu'on voit, quoi. Ce qu'on voit, c'est des gamins qui sont assis et qu'on fait taire toute la journée. Voilà. Ils ne décident pas à quelle heure ils ont envie de faire les choses, comment ils ont envie de les faire, avec qui, quand, rien, tout est décidé pour leur bien. Et en fait, effectivement, Claudia, elle a raison, nous, dans l'école, on a un petit enfant autiste,
qui était à 6 heures, bon, ben, il est arrivé à 1h30. Quoi. Parce que effectivement, alors les collègues, moi qui suis en pédagogie Freinet, je ne sais pas comment je pourrais avec lui, avec ma petite salle et compagnie, mais la différence, elle est vécue comme une contrainte par rapport à un ensemble de processus à exécuter dans une journée. Alors, même pour des pédagogies différentes, même quand même bien qu'il y ait un emploi du temps, que les décisions qu'on a prises avec la classe en conseil de coopérative, elles soient appliquées, tout ça. Donc du coup, ça pose vraiment la question du temps contraint. Voilà. Et en fait, l'enfant différent, il rêvait que le système scolaire et qu'une journée à l'école, ce n'est qu'une addition de temps contraint. C'est-à-dire, ce qui va le stresser lui, c'est aussi ce qui stresse les autres. Sauf que les autres, ils ont la récréation, ils vont somatiser, ils vont faire une connerie, ils vont faire tomber un truc, ils vont... Mais au fond, c'est exactement la même chose, quoi. Je veux dire, donc, il y a un pédagogue, moi, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, ça s'appelle Fernand Moury, qui a fait la pédagogie institutionnelle, qui était un développement de la pédagogie Freinet dans les classes spécialisées, et à la fin, l'un des plus grands livres qui est de pédagogie en ligne en France, et peut-être même dans le monde, qui s'appelle De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle, il théorise sur une 50aine de pages l'établissement de la chose dont tu parles. C'est-à-dire une école lambda, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, des salles, des psychologues avec différentes approches et ça, et pour tous les gamins de l'école, handicapés ou pas handicapés. Ce livre, il date de 1972. Dedans, tout est expliqué. C'est expliqué exactement comment on peut. Après, il a écrit un livre qui s'appelle Milou, l'année dernière, j'étais mort, avec une institutrice qui s'appelle Catherine Pochet. C'est sur un enfant qui a des troubles mentaux, et elle explique sur une durée de 2 ans comment c'est possible de faire classe avec cet enfant-là, précisément. Enfin, je veux dire, donc, en France, on a eu aussi tout le mouvement pendant la demi-heure. Tu parlais des 39 000 personnes qui sont mortes. Il y a quand même un hôpital en Lozère, Saint-Alban en Limagnole, où il y avait des psychiatres qui faisaient d'autres choses, François Toscaïès, Lucien Bonafé, des gens comme ça. Ils n'ont pas eu de mort. Ils étaient en compte, ils avaient arrêté les cellules de contention, ils avaient laissé les gens dans des villages, tout ça, voilà. Ils avaient créé un système qui a continué à la clinique de la mort, tout ça, maintenant c'est terminé ces histoires-là. Mais on a un héritage aussi, il y a des choses qui sont faites ici, qui ne sont absolument pas dites, absolument pas enseignées. Il y a, dans les Cévennes, il y a eu Fernand Deligny qui a accueilli des enfants et des adultes autistes, sans aucune pédagogie, sans aucun traitement, sans rien du tout. Il vivait avec eux. Il considérait même, lui, que ce n'était pas une maladie ou une pathologie, mais que c'était une façon de vivre sa vie. Et il vivait avec eux au jour le jour. Il y a des choses comme ça qui se sont passées, mais c'était des choses qui reposaient sur l'anti-utilitarisme. Moi, souvent, dans les milieux militants, j'entends des gens qui dénoncent plein de trucs, mais ils restent dans une pensée efficace, utilitariste, où on compte. On compte combien on a de gens qui nous suivent sur Facebook avec des points, avec je ne sais pas quoi. On compte combien de gens on a touché. On compte si celui-là, c'est un vieux réac ou je ne sais pas quoi. On est toujours en train de compter. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de compter. Qu'on ne soit pas des comptables. Mon grand-père, il disait, un comptable, c'est méchant pour les comptables, c'est un comptable. Voilà. Et dans son village, dans mon grand-père, il y avait un... Ouais. Il y avait un comptable. Dans son village, je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait une famille qui avait un enfant, puis un adulte handicapé mental. Ils ne l'ont jamais mis en institution. Et tout le monde s'en occupait dans le village. Et c'est-à-dire que, moi je me souviens, quand j'étais petit, des fois ils venaient, on allait ramasser, je ne sais pas quoi, les bottes de paille. Et ben, on venait, et puis le grand-père, il faisait avec. Il lui donnait un truc à faire à ses capacités, mais il ne discutait pas, non, il m'emmerde celui-là, voilà. Et personne dans le village faisait des grandes théories sur la domination, sur je ne sais pas quoi. Ça se faisait comme ça.
Et c'était un village perdu dans les Ardennes. Et ils avaient un effet, on va dire, thérapeutique, quoi. Je veux dire, ces gens-là, quoi. Après, je pense que la difficulté qu'il peut y avoir, et c'est les contradictions auxquelles on a à faire face, moi je le vois par exemple dans la question du militantisme. Si on veut avoir un peu d'audience, si on veut être un peu entendu, il faut être efficace. Non, ça je dis pas le contraire. Non, mais je veux dire, c'est la contradiction. Ouais, C'est-à-dire ouais. que, et moi je le vois, hein, je fais aussi du validisme, je vous rassure, hein, il n'y a pas que les valides qui font du validisme. C'est que il y a des moments où je me retrouve à me dire, tiens, celui-là, oui, ok, mais il ne va pas être efficace, donc le temps est compté parce qu'il faut faire passer. Voilà. Et on se retrouve nous-mêmes à exclure en notre sein, quoi. Hein, c'est pas, je crois qu'il faut en être conscient. Et après, c'est la difficulté. Est-ce qu'on reste dans une approche qui reste théorique de mon point de vue et qui où on dit on va prendre le temps de chacun, et on va aller au rythme de chacun et on va faire avec ce que chacun peut faire, mais on est inaudible. On est inaudible. C'est toute la difficulté de trouver le juste milieu. Et après, pour revenir sur l'école, moi je rêve d'une école où on apprend la coopération. Parce que je pense que voilà, chacun a des choses à apporter. Il y en a qui seront plus doués pour certaines choses. Après, ça se travaille, hein, les dons. Je veux dire, c'est comme, vous voyez, les enfants handicapés mentaux. En France, on continue encore à les envoyer en IME et à ne pas leur donner de scolarité pour un certain nombre. Je suis désolé, il y a des gosses aujourd'hui trisomiques. Il y a un jeune trisomique en Espagne qui a obtenu une maîtrise. Il y a une jeune bachelière qui a commencé des études supérieures au Maroc. Mais ça, à chaque fois, quelle caractéristique? C'est que la famille s'est battue pour que les enfants aient droit à une éducation. C'est comme si demain on décrétait que les gamins valides, ils ne vont pas à l'école, mais ils seraient aussi crétins que les autres, quoi. Enfin, c'est pas le bon mot, mais c'est cette difficulté-là à laquelle on se heurte. C'est-à-dire que si on ne donne pas les moyens d'une scolarisation à tous les enfants, alors après, à des rythmes différents. Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait tous à 18 ans avoir atteint tel niveau. Mais ça veut dire qu'on ne donne pas de notes, on ne donne pas de devoirs, et des trucs de base comme ça. C'est dire, voilà, tu es capable de progresser dans tel domaine, là, il faut peut-être que tu travailles plus cette matière, là, il faut que tu travailles plus tel truc. Moi, je rêverais d'une école comme ça, si j'avais des gosses, c'est ce que j'aurais rêvé pour eux. Mais après, la difficulté, c'est, tu disais, René, c'est pas utile forcément d'apprendre à lire et écrire. Je pense que le problème, oui, mais ça peut amener à ça comme raisonnement. Non, c'est pas du tout ça que je dis, je pense que c'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste que... Tu choisis le moment où la personne peut le faire, où elle est là. C'est-à-dire que la personne, l'enfant, c'est un travailleur du savoir, un apprenant. Voilà, donc je veux dire, si on fait des discours d'émancipation, tout ça, on ne va pas juste dire, ouais, le savoir, il est émancipateur. Il y a aussi la façon dont on va apprendre, quand est-ce qu'on va apprendre, tout ça. Je veux dire, si on parle d'autogestion, tout ça, on peut commencer très très tôt. Moi, j'ai eu des classes, je connais des classes en maternelle où les gamins, ils décident de comment la classe elle est disposée, à quelle heure on fait tel truc, qu'est-ce qu'on achète, enfin, où on va en sortie, je ne sais pas quoi. Il y a même des écoles, il y a une école à Grenoble, à la Villeneuve, où ils ont été jusqu'à la cantine. Qu'est-ce qu'on mange, tout ça, enfin, je veux dire, c'est super important, quoi. C'est-à-dire que du coup, c'est le fait, tu vois, quand je citais l'exemple Axil, quand je te dis que si je le mets sur un truc en maths, et qu'il va me faire 1, 2, 3, 4, puis tu as l'impression qu'il se fait chier, qu'il n'a rien compris, puis tu lui donnes un truc qui peut lui plaire, tu dis, parce qu'il est plus physique, machin, donc tu lui donnes le papillon avec tous les points à mettre, et que finalement, tu vois bien que le môme, il est capable de compter 4 et de choisir 4. Et qu'il pourrait faire plus que 4, tu vois, et qu'à partir de là, le monde, tu vois bien qu'il a bien associé les nombres, les quantités, enfin, tu vois, et que, par exemple, il aime beaucoup la cuisine, et qu'en cuisine, au début, tu donnes des pictos, parce que tu imagines qu'il ne sait pas, mais en fait, il a déjà des mots globaux, et qu'après, tu enlèves les pictos, et que tu gardes que les mots. Donc, en fait, c'est à partir de leur désir, c'est ça, quand on parle du désir. Quand on parle du désir et de la place des enfants, quand je te parlais d'Estelle, et que je voyais que Estelle, c'est genre le robot, hein, on veut en faire rentrer le truc, donc la gamine fait exactement ce que tu lui dis, tu vois, très bien
tu vois, apprivoisée, hein, tu dis, c'est Estelle debout, hop, elle se met debout, tu vois. Sauf que son propre désir à elle, pour un vrai apprentissage, il faut que ça passe par son désir à elle. Donc du coup, la difficulté, c'est de trouver ce qu'elle aime pour pouvoir justement être sûre qu'elle va apprendre à compter parce qu'elle a envie, je ne sais pas, d'enfiler des perles et que du coup là, il va lui manquer 4 perles et que du coup, bah, elle va trouver 4 perles, elle va les chercher et du coup, elle va dissocier le nombre. Que du coup, si elle a envie de faire un truc, et pareil, que du coup, elle cherche un mode d'emploi. Et qu'à travers ça, tu lis. Et à travers ça, tu as une entrée en lecture qui est beaucoup moins agressive, puisqu'elle est sur le désir, sur ton propre désir, et pas sur le désir des adultes qui t'entourent. Parce que le problème qu'on travaille avec des enfants, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que tu as à la fois le désir de l'enseignant qui... Parce qu'on a un peu, on est très narcissique, hein, on imagine qu'on va tous les faire réussir, et le désir des parents. Donc du coup, et tous les enfants se retrouvent entre les désirs des deux adultes, enfin des adultes qui côtoient, quoi. Enfin, moi, quand j'ai été animatrice, j'ai toujours été choquée par la place et l'importance que peuvent avoir les enseignants auprès des enfants, quoi. Et même s'ils se font royalement chier en classe, c'est l'importance de cet adulte référent est très importante. Donc, à partir de là, tu travailles sur le désir. En fait, c'est ça qui... Et donc, tu rentres dans la vie. En fait, c'est un peu les écoles de la vie, ces écoles-là. C'est quand on fait des maths, on fait du français, et puis quand on va faire le tour d'un arbre, on fait un peu de maths, et puis on fait de l'histoire, etc. C'est vraiment les écoles de la vie. Moi, je trouve que c'est super structurant. Et justement, ça va à l'encontre de ce monde-là où on voudrait que tout le monde soit bien assis. Enfin, il y a les enfants aussi il y a les enfants hyperactifs. Pour avoir une scolarité dite normale pour les enfants hyperactifs, moi je l'ai été, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est l'enfant du fond de la classe. Pourtant, on a une sorte d'intelligence, on n'en a pas moins que les autres. Après, moi, l'enfant, c'est très important, mais cette société-là, qu'est-ce qu'elle fait de ces vieux? Enfin, moi, c'est ça aussi, quoi. Quelle fin on nous propose? La fin de vie, moi, je voudrais juste dire un truc là-dessus. Le choix à notre fin de vie, quand, comment, avec quelle douleur on s'arrête, etc. J'ai entendu l'autre jour un truc merveilleux sur des patients d'Alzheimer, des personnes âgées, qui étaient en situation d'enfermement total dans leur tête et dans leur corps. Et en fait, ces gens-là ont été sortis de l'institution où ils étaient et on les a mis dans une sorte d'immeuble collectif. Et là, tout d'un coup, ils étaient mutiques, donc ils ne parlaient pas, il fallait leur donner à manger, etc. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'au bout de très peu de temps, ces personnes âgées, avec les enfants qui venaient jouer avec eux, et ils avaient des petits gestes, puis un mot, 2 mots, et puis tout d'un coup, ils arrivaient à faire à manger avec la famille. Donc en fait, c'est ce truc de mettre de côté. Quand on met de côté, forcément, on va être... moi, je me rappelle quand on m'a dit que j'étais pas comme tout le monde. En fait, c'est quoi d'être comme tout le monde? Et à partir du moment où on est montré du doigt et qu'on est mis à l'écart, on va se rebeller contre ça. Donc quand on arrive à l'hôpital, l'institution, elle est extrêmement violente parce que vous croyez que vous avez le choix de votre santé, vous avez le choix de choisir vos médicaments, vos besoins, vous avez tort. Si les médecins désirent vous soigner avec leurs médicaments, leurs traitements, moi quand je suis tombée malade, j'avais 18 ans, j'ai été menacée d'être mise en hôpital psychiatrique parce que je ne voulais pas de la chimio qu'ils allaient me faire. Donc il faut savoir en fait que tout ça, c'est une prison. C'est une prison dans laquelle on nous met. Et voilà. Et moi, je voudrais une société de coopération, de gens qui font ensemble de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes... voilà, je voudrais que les enfants vivent avec nos grands-parents. Je voudrais que cette société nous arrête d'exclure parce que c'est ce qu'on le fait. Et c'est ce qui est le plus insupportable, en fait, dans le fait d'être mis à l'écart, quoi. Effectivement, l'institutionnalisation, elle n'existe pas que avec les personnes handicapées, elle existe avec les personnes âgées, où c'est un business. Aujourd'hui, allez voir les publicités pour placer de l'argent dans les EHPAD. Vous
comprendrait pourquoi ils bouffent pour 3 euros, les vieux. Voilà. Et c'est toute cette question-là qui fait que, et là pareil, la question de l'accessibilité, c'est aussi ce qui fait que beaucoup de personnes âgées sont obligées de quitter leur logement. Parce que c'est comme cette histoire de dire on va vous payer une douche à l'italienne au 3e étage sans ascenseur. Ben ouais, tu auras le cul propre, mais tu ne sortiras pas de chez toi. Donc il y a un petit problème, quoi. Voilà. Il reste 20 minutes. Je propose qu'on, si vous avez des envies d'intervenir, Chouchou, tu voulais dire quelque chose? Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de... C'est un peu dur pour moi, parce que je parle rarement, mais je te rejoins par rapport à tout ce qui concerne l'hôpital public. L'hôpital, c'est moi qui a subi un harcèlement qui a duré trop longtemps. Et un jour, j'ai craqué. Donc, pour trouver un psychiatre, donc, un psychologue, il n'y avait pas de souci parce que voilà, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Tu es là, tu pars, tu rentres chez toi. Et donc, j'étais obligée de me retourner vers tout ce qui est privé. Donc, j'étais hospitalisée 3 fois. J'ai payé une fortune parce qu'il n'y avait pas de place et aussi de partager des chambres avec d'autres personnes. Et la dépression, c'est vraiment une maladie, c'est un handicap. Et à un moment, je me suis sentie, je suis restée 5 ans en fait à l'écart. Je sortais pas de chez moi, je fais que dormir. Et là, dernièrement, quand j'ai connu Marjorie, j'ai commencé un petit peu de changer. Mais ce qui m'a choqué avec le dernier rendez-vous, et pourtant c'est privé, avec ma psy, elle m'a dit, écoutez, madame, ça dure depuis 5 ans. En général, on est guéri au bout de 3 ans. Quoi. Donc là, la sécurité sociale, c'est bon, quoi. C'est une maladie longue durée. Mais c'est bon, madame, il faut faire des efforts aussi. Il faut arrêter. Ça dure depuis longtemps. Moi, si vous revenez la prochaine fois sans trouver un travail, ben, moi, je ne peux plus vous suivre. Mot par mot, quoi. Vous voyez, même le privé aujourd'hui, quand j'étais hospitalisée dans des cliniques, ils m'ont proposé des médicaments que je ne veux pas. J'étais obligée d'aller voir un médecin pour avoir des ordonnances, de payer mes médicaments. Je prenais depuis 4 ans déjà, donc je n'ai pas envie au bout de 4 ans de changer et prendre que les médicaments qu'ils proposent. Donc c'est pour ça la question de partager une chambre et ramener ses médicaments soi-même, je trouve que c'est grave en fait. La dépression, c'est un handicap parce qu'à un moment, quand on est tout seul, on dit peut-être on est fou, on n'est pas comme les autres, il y a un problème, il y a un truc qui tourne pas rond dans ma tête, quoi. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est le dernier rendez-vous avec ma psy, donc, qui m'a obligée d'aller m'inscrire à Pôle emploi parce qu'il faut que je trouve un travail avant de... Sinon, elle ne me suit plus, en fait. Aujourd'hui, pour trouver un rendez-vous avec un psy ou n'importe quel spécialiste, c'est vraiment dur. C'est pas que, je sais pas, à Grenoble, je suis sur la région parisienne, c'est dur. Vraiment. Voilà, quoi. La chambre individuelle, les médicaments, les gens, ils nous prennent pour peut-être des fous. Des fois, je suis obligée, avec un traitement lourd de 5 ans, de dire excusez-moi, je m'excuse parce que en fait, j'oublie rapidement
ce qu'on disait en fait. Donc je suis obligée de faire écouter la personne ou de noter. Donc voilà, c'est rare que je parle de ça. Mais voilà. Merci pour ton témoignage. Je relèverai quand même que là, tu te retrouves dans une obligation de retrouver du travail parce que tu es censé être guéri, alors même que tu es tombé malade pour harcèlement au travail. Oui. Voilà. Et là, c'est aussi directement lié aux questions syndicales, aux questions des conditions de travail, aux questions sociétales, où ce sont les victimes qui se retrouvent responsables et exclues. Et j'ai oublié juste un petit mot, c'est que le traitement, c'est lourd et on perd la mémoire, mais vraiment énormément. Et pour trouver un travail comme ça tout de suite, donc j'ai parlé avec le médecin, je disais, mais comment je peux faire parce que j'aime lire, donc, mais à la première page, j'arrive à la fin, ça y est, j'ai oublié. Donc elle m'a dit, t'as qu'à lire plusieurs fois. Après, elle m'a dit, sur les applis, tout ça, il y a énormément de jeux. Donc, tu peux télécharger des jeux pour retrouver la mémoire. Donc, voilà. Non, oui. Merci beaucoup tout le monde pour vos analyses, vos témoignages. Il me semble que tu parlais au début du fait que tu étais présidente d'une association antisociale et que vous faites de la désobéissance civile. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu en quoi consistent vos actions de désobéissance civile? Alors en fait, donc, comme je te l'ai dit, l'association Handisocial, dont vous pouvez trouver le site sur internet, handi.social.fr. Pendant très longtemps, j'ai fait de l'accompagnement individuel de l'accès au droit, puisque j'ai dû moi-même me battre pendant 10 ans pour faire reconnaître mes handicaps, et donc j'ai acquis une expertise assez pointue sur le droit du handicap. Et donc j'ai utilisé cette expertise pour aider l'autre personne. Et puis j'ai quand même eu le sentiment assez rapidement d'être en train d'écoper la mer à la petite cuillère en réglant des problèmes individuels. Et puis il y a eu cette ordonnance de 2014, parce qu'en fait on avait eu quand même pas mal d'espoir avec la loi de 2005. On avait pensé que c'était un début et que les choses iraient mieux après, qu'il y aurait des choses qui s'amélioreraient. En fait, ça a été surtout des reculs qu'on a encaissés après. Et donc, je me suis inspiré de ce qu'ont fait les activistes américains, notamment qui avaient occupé pendant plus d'un mois la mairie de San Francisco et qui ont été à l'origine de la grande loi qui est aux États-Unis, Disability Act, qui a fait avancer quand même les droits des personnes en situation de handicap aux USA. Et donc, on a mené des actions qui sont des actions illégales, mais qui sont toutes non violentes. Ça a commencé par des opérations péage gratuit, où effectivement, ça c'est des choses que les organisations syndicales ou d'autres font régulièrement, mais que des personnes en fauteuil avec leur carte blanche n'avaient jamais fait en France. Donc ça a été des opérations qu'on a médiatisées comme des opérations de protestation, et dans l'idée de se dire, on offre la gratuité, on fait plaisir aux gens et en même temps on leur passe un message. Donc déjà, on a mené ces opérations-là. Et puis, on a innové puisqu'on a... on n'a pas innové. D'abord, on a aussi occupé des administrations. Moi, je me rappelle avoir occupé la cité administrative à Toulouse. Quand ils ont essayé de nous dégager, ils nous disaient, tiens, ils nous coupent l'électricité en espérant qu'on ne resterait pas. Et moi, je demandais à ce que le Premier ministre m'appelle, sinon on ne partait pas pour négocier, etc. Et je me rappelle, c'était assez marrant parce que ils nous avaient coupé la lumière. J'avais dit, mais écoutez, nous, on va rester longtemps, mais en fait, vous pouvez couper la lumière parce que sinon, il y a ce qu'il faut pour avoir de la lumière et de la chaleur. On va trouver dans les bureaux. Bon, ils ont vite compris le message. On a eu l'électricité 5 minutes après, et ainsi de suite. Et puis, on est monté crescendo. Et en 2018, avec la loi Elan, on a stoppé, il y a à Toulouse, qui est le centre de l'aéronautique, il y a l'Airbus A380 qui vient de Bordeaux en pièces détachées par la Garonne et puis après par une route. Il y a une route qui est hyper élargie parce que c'est un convoi où je crois que les ailes elles font 30 mètres de
20 ou 30 mètres de large, un truc comme ça, plus la hauteur. Donc il faut qu'ils prennent un chemin particulier. Et on a décidé de stopper ce convoi, sachant que les seuls qui avaient réussi à stopper, ils avaient stoppé 1 heure, pas plus. Nous, on l'a retardé de 24 heures. Ça a coûté 350 000 € à Airbus. On s'est foutu la nuit avec nos cannes blanches, nos fauteuils au milieu de la route et on a dit on ne bouge plus. Voilà, donc ils ont un peu halluciné de nous trouver là. Et puis on a continué, on a stoppé un TGV en gare de Toulouse, on l'a empêché de partir pendant 1 heure en se mettant sur les voies. Là, c'était pour obtenir la mise en accessibilité de la gare de Toulouse. Donc là, ils ont pris des engagements. Ils ont fait une partie des travaux, puis ils n'ont pas respecté la fin du contrat, mais enfin, on a obtenu plus que ce qu'on avait. Et toujours pour protester contre la loi Elan, puisque le gouvernement voulait faire 10% de logements accessibles, on a obtenu 20%, ce qui est minable, mais on a quand même, on les a obligés à revoir un peu les textes, etc., parce qu'en même temps, il y avait ces actions coup de poing, mais il y avait aussi toute la négociation avec le ministère, avec d'autres associations avec lesquelles on travaillait. Et puis on a fini crescendo en décembre 2018, puisque sur un... Je ne pensais pas qu'on pouvait y arriver, mais bon, on est parti du principe que de toute façon, on ne raterait que ce qu'on essayerait de faire. Et donc on a stoppé la circulation aérienne pendant 1 heure à l'aéroport de Toulouse. On a réussi à rentrer sur les pistes. Vous n'avez jamais vu ça. Et on a stoppé le trafic aérien pendant 1 heure. Donc c'est des actions qui ont fait beaucoup de bruit. Pas suffisamment de notre point de vue, mais quand même par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, où je peux vous dire que si vous faites une conférence de presse sur le handicap, en général, vous n'avez pas grand monde qui relaye médiatiquement. Bon, là, on avait quand même eu des relais médiatiques et ça nous a permis de dénoncer de manière assez forte les reculs de droits qu'on encaissait et puis la manière dont les personnes en situation de handicap étaient traitées. Mais la contrepartie de ça, malheureusement, c'est que on est face à une répression féroce, puisque on a été poursuivi en correctionnel pour l'histoire de l'aéroport et pour l'histoire du TGV, et que j'ai écopé de 6 mois de prison avec sursis en ce qui me concerne, et mes camarades de moi. Mais surtout, on a été jugé dans des conditions inadmissibles qui ont illustré le validisme et l'antiphobie de ce pays, puisqu'on a été jugé au tribunal judiciaire de Toulouse, donc déjà dans un établissement qui ne respecte pas les lois sur l'accessibilité, et au terme d'un procès où normalement tout justiciable a droit à un procès équitable, et que normalement on est censé bénéficier de ce qu'on appelle des aménagements raisonnables, c'est-à-dire que ma camarade qui a des difficultés d'élocution aurait dû avoir quelqu'un pour traduire ses propos puisqu'elle n'est pas compréhensible de tous. Notre copine qui est aveugle aurait dû bénéficier de documents lisibles avec son système de vocalisation. On aurait dû avoir des personnes qui nous accompagnent aux toilettes, avoir des pauses, on ne les a pas eues. On a été jugé dans une salle où les mesures Covid n'étaient pas respectées, où la presse, ils ont tenté d'empêcher la presse de participer au procès. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Donc moi, je n'entendais pas ce que disait. J'ai passé un procès où je n'entendais pas ce que disait la juge. Voilà. Et ça ne la dérangeait pas. Donc, on a fait appel et maintenant, on va attaquer l'État. Mais on sent bien derrière cette judiciarisation de nos actions, et c'est la même chose avec les mouvements écologiques, pour les histoires de décrochage de portrait de Macron, on sent bien qu'il y a une volonté de répression pour empêcher qui que ce soit d'autre de mener le même type d'action, qui ont quand même la sympathie du public, parce que voilà, on a fait des choses, je dirais même plutôt marrantes finalement. Et donc, j'en profite pour lancer un petit appel, on a besoin de dons pour payer nos avocats. Donc vous pouvez aller sur le site d'Antisocial ou sur Hello Asso et la page d'Antisocial, il y a un appel aux dons pour nous aider à payer nos frais d'avocat et pour nous aider à payer les procès qu'on va faire à l'État, parce qu'il n'est pas question qu'on se laisse faire. Vous avez une date du procès d'appel déjà? Non, du tout. J'ai même pas de date de procès d'appel pour les... Parce que je trouve aussi qu'en tant que gilet jaune, j'ai été victime de violences policières.
J'ai eu 5 fractures du pied et une trentaine de bleus sur tout le corps, parce que je me suis opposé au passage d'un canon à eau qui m'avait tiré dessus sans que j'ai rien demandé. Je m'étais pris des gaz lacrymogènes sans avoir rien demandé aussi, sans sommation, sans rien. Donc j'ai stoppé un canon à eau et les policiers ont manipulé mon fauteuil alors qu'ils étaient bien prévenus du danger qu'il y avait à toucher le joystick et à manipuler. Et j'ai atterri dans un camion où j'ai eu le pied écrasé. Mais non content de m'avoir blessé, quand j'ai porté plainte, c'est moi qui me suis retrouvé mis en accusation. J'ai été accusé de violence sur agent dépositaire de la force publique. Et vous ne direz jamais quelle est l'arme que j'avais utilisée pour cela. Je vous laisse deviner. C'était mon fauteuil roulant qui a été qualifié d'arme par destination. Voilà. Et donc, je suis arrivé au procès en me disant non, mais c'est trop gros, quoi. Ça a fait les choux gras de pas mal de la presse, hein, qui s'est moqué du tribunal de Toulouse là-dessus. Ben, n'empêche que quand j'ai été face au magistrat et que j'ai contesté la version de la police et que j'ai voulu produire les vidéos qui montraient bien ce qui s'était passé, et qui montraient bien que c'était les policiers qui avaient manipulé mon fauteuil, et que si l'un d'entre eux était tombé, d'ailleurs sans avoir été blessé, c'était à cause de la manœuvre de ses collègues et non pas de mon fait. J'ai eu affaire à un magistrat qui a refusé que je sois les visionner, qui a considéré que la parole des policiers était une parole crédible et que la mienne ne l'était pas. Et donc j'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis et j'avais été interdite de manifestation pendant 1 an. Et comme je n'ai pas respecté l'interdiction, j'ai pris une autre condamnation. J'en suis à 5 condamnations et le dernier truc, c'est opération péage gratuit. On était 150. Ils m'ont accusé d'entrave à la circulation. Alors j'ai eu beau expliquer au magistrat que quand j'entravais, j'assumais et que j'en faisais même des vidéos et qu'il n'y avait aucun problème là-dessus, mais que là, en l'occurrence, je n'avais pas entravé, j'avais simplement offert la gratuité. J'ai quand même pris 1 000 € d'amende et 3 mois d'interdiction de permis de conduire. Voilà. Donc, histoire de m'assigner à résidence, en fait, puisque compte tenu de l'accessibilité des transports, sans ma voiture, je n'ai plus de moyen de transport. Voilà. Donc, il y a une volonté... Et je pense que, enfin, moi en tout cas, ce que ça me dit, c'est que s'il s'attaque autant à moi, c'est que ce qu'on fait, c'est utile. Ce qu'on fait, c'est utile. Bon, il est vrai aussi qu'on a beaucoup plaidé au sein d'Handisocial. On a lancé des appels à tous les handicapés de France à faire comme nous. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait bloqué les cimenteries, par exemple. Une fois, on a bloqué 4 cimenteries d'un coup, ça a embolisé toute la circulation du sud de Toulouse. On a fait ça à 6 fauteuils. En gros, il faut faire, pour les manifs, il faut faire un règlement intérieur. Pas de masque de piscine, pas de casque, pas de fauteuil roulant, parce qu'on va le compter comme... Voilà, quand il faut... Non, enfin, en tout cas, c'est inquiétant de voir le niveau de répression qu'on subit, et c'est ce qui m'amène à dire qu'effectivement, le seul domaine où l'égalité a progressé, c'est dans le droit d'être criminalisé, dans le droit d'être maltraité, violenté. Est-ce que vous avez fait appel? J'ai fait appel de toutes les condamnations, mais par contre, d'un seul coup. Voilà, ils ne s'empressent pas d'organiser les procès pour que mon appel soit jugé. Bon, moi, de toute façon, je suis décidé, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, puisque rien ne garantit qu'en appel, je gagne. C'est-à-dire, on a appel, voilà, on a un problème en France avec un certain nombre de magistrats qui, bien qu'indépendants sur le papier, sont dans la collusion maximum avec le gouvernement et font de la politique. C'est d'ailleurs assez marrant puisque l'un d'entre eux m'a reproché de faire de la politique. Voilà. Ben non, on doit être gentil, ça, j'ai dit merci monsieur l'agent, merci madame l'éducatrice, merci de me donner une bouchée. Voilà, oui, parce que ce qu'on institutionnalise le plus, c'est quand même les fils d'ouvriers, pas les fils de cadre. Les fils de cadre, ils ont les moyens de payer les rééducations, d'avoir les lieux où ils peuvent être soignés, accompagnés, comme il se doit, et pas subir l'Holocauste. Et donc, c'est un combat pour les droits de l'homme, et moi, le message que j'aimerais lancer, c'est que il y a un problème à gauche avec la question des luttes contre le validisme, parce que la gauche a été un peu trop à l'écoute des mouvements, des organisations
gestionnaires qui parlent à notre place. Et d'ailleurs, là, j'ai été auditionné par le comité des droits de l'ONU ces derniers jours. J'ai produit un rapport que vous pouvez retrouver sur notre site qui fait... on était limité à 10 000 mots, mais je les ai utilisés. Une critique basée sur des éléments factuels de la politique qui est menée pour montrer l'écart qu'il y a entre les principes de la Convention ONU des droits des personnes handicapées et ce qui se fait en pratique en France. Et donc, on a été auditionné et on s'est rendu compte que jusqu'à maintenant, c'était les gestionnaires qui avaient parlé à notre place. Et on est en train, enfin j'espère qu'on va aboutir, en train de se fédérer entre associations non gestionnaires pour se battre pour que les pouvoirs publics arrêtent de causer avec ceux qui sont les matons finalement. Hein. Ceux qui, je les appelle les gardiens des clés de la prison souvent. On parlait de sécurité sociale de l'alimentation et de leur sort. Plus globalement, c'est intéressant qu'on se rapproche aussi avec le salariat de mouvements comme ça, dans le sens où on parle beaucoup de socialisation de la valeur ajoutée dans les termes très économiques de la chose, mais il y a eu à un moment des projets de création d'une branche au régime général dédié à l'autonomie. Et hier soir, on a abordé la question du salaire à vie aussi ensemble, qui répondrait en fait, puisqu'on est tous créateurs de richesse à la hauteur de ce qu'on peut faire et de ce qu'on fait. De bénéficier d'un salaire à vie à 18 ans permettrait aussi peut-être de résoudre quelques problèmes sur l'autonomie, en tout cas la capacité à pouvoir s'orienter. Ouais, parce qu'effectivement, sur la question des revenus, vous avez dû entendre parler de la question de la conjugalisation de l'AAH, de l'allocation adulte handicapé. Ce sont d'ailleurs les objectifs autonomie qui est à l'origine de cette initiative de la pétition sur le site du Sénat qui a recueilli ces signatures et qui a amené l'Assemblée à se repositionner là-dessus. Et ça va reprendre au mois d'octobre. Il faut savoir que, par exemple, une association comme l'APF, qui ne se bat pas vraiment sur cette question, qui fait des discours, mais qui ne veille pas à ce que ça aboutisse, est en train d'essayer de récupérer le mouvement pour le présenter comme étant le sien. Alors que ce sont des petits jeunes qui ont utilisé les réseaux sociaux à fond et qui ont mené ce combat sans l'aide de ces grosses associations gestionnaires qui ont gardé faire. Donc, il faut vraiment qu'en France, si on veut... moi, l'analyse que j'ai portée devant l'ONU, c'est de dire qu'il y a plein de problèmes de scolarisation, de vie autonome, de tout ça, mais qu'il y a un vice essentiel dans la loi de 2005, c'est l'article 1er, qui fait que sont considérées comme représentatives les organisations, toutes les organisations, et qu'on ne fait pas un distinguo clair entre les organisations gestionnaires, les organisations de parents et les organisations de personnes directement concernées. Et que l'article 1er qui parle de la participation des organisations ne distingue pas clairement toutes ces organisations et ne dit pas que la primauté doit être à ceux qui sont directement concernés. C'est-à-dire qu'on peut très bien consulter les gestionnaires pour voir leurs problématiques de gestion, mais on n'a pas à leur confier nos problématiques de choix de vie. Les problématiques de choix de vie, c'est les nôtres, ce n'est pas les leurs. Donc, par exemple, le CNCPH, qui est le Conseil national consultatif des personnes handicapées, il est majoritairement composé d'organisations gestionnaires et la ministre a vanté devant l'ONU le fait qu'elle avait rajouté les personnes handicapées. Elle a oublié de préciser que c'était ses copains politiques. C'est-à-dire qu'on retrouve par exemple Mathieu Annereau, qui est un copain, mais qui n'est pas un défenseur des droits des personnes handicapées, il est un défenseur de sa situation personnelle. Voilà. Donc, par exemple, Mathieu Annereau dit les personnes handicapées peuvent accéder au milieu politique. Il oublie de préciser que lui, c'est sa femme qui lui sert d'auxiliaire et que c'est un choix qu'ils ont fait de carrière politique. Moi, par exemple, qui suis élu de l'opposition à Toulouse, je dois utiliser mes indemnités d'élu pour payer des assistants pour m'accompagner. C'est-à-dire que j'utilise 80% de mes indemnités pour pouvoir finalement jouer mon rôle d'élu. Alors que normalement, c'est la solidarité nationale qui devrait prendre en charge les frais d'assistance dont j'ai besoin, parce que, au-delà de ce que vous pouvez voir, j'ai des grandes difficultés pour travailler dans des délais contraints, organiser et synthétiser ma pensée. Je suis à l'aise sur des sujets que je connais bien, mais c'est beaucoup plus difficile sur d'autres sujets, quoi. Quand on doit intervenir en conseil municipal pour les 2 minutes 30 pour exprimer votre idée, ben moi ça dure 5 minutes ou 10 minutes, voilà. Donc ça devient compliqué, et puis surtout, me taper 3000 pages de lecture, je suis incapable de le faire en 5 jours. Je suis capable de le faire, mais pas en 5 jours.
Donc j'ai besoin d'assistants pour m'aider à faire le travail municipal au même titre que les autres élus. Simplement, je suis discriminé puisque le maire de Toulouse me refuse les moyens de compenser mes handicaps et avec la complicité de l'État qui se garde bien d'intervenir dans l'affaire. Est-ce que vous êtes élu conseiller municipal? Oui, je suis aussi conseiller municipal d'opposition à Toulouse. Il existe une association qui est l'association des élus contre les violences faites aux femmes, qui est dirigée ou co-dirigée par Francine Bavet, qui est conseillère municipale du 11e arrondissement, Europe Écologie Les Verts, et qui pourrait peut-être vous aider. Qui est à PEPS. Oui, qui est Ah, d'accord. qui a PEPS aussi. Elle est là demain. Ouais. Ben là, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un procès au maire de Toulouse, que je paye aussi de ma poche. Là, le temps, Voilà, le temps est imparti. Peut-être s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé, qui voudrait dire quelque chose avant de conclure. Non. Ouais, c'est pas. Je ne sais pas si tu connais bien la situation des personnes handicapées, enfin, mentales en prison, le développement des quartiers de haute sécurité, tout ça, parce que c'est. Enfin, Alors, moi, des fois, j'écoute des émissions un peu militantes là-dessus, tout ça, mais c'est difficile de voir un peu ce que ça représente aujourd'hui. je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais je m'y suis intéressé d'abord parce que dans une autre vie aussi, j'ai été la fondatrice et la présidente d'Assud Avignon. C'était l'autosupport des usagers de drogue. Et que donc, je sais aussi que beaucoup de gens aujourd'hui en prison sont des usagers de drogue. Revendeurs pour certains, mais usagers avant tout. Et que chez un certain nombre d'entre eux, il y a aussi des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Et que donc, il y a une surreprésentation des toxicos et des personnes qui ont des problèmes psy en prison. Et qu'effectivement, on n'a jamais vu que la prison rendait les gens, enfin, leur permettait d'être mieux intégrés dans la société. Après, ce dont je peux parler, c'est la question du handicap physique en prison, et que ce soit pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que d'abord, peu de locaux sont accessibles. Alors maintenant, ils ont un gros programme de... Ils vont mettre en accessibilité beaucoup de cellules. Je pense qu'ils sont en train de penser à moi en ce moment. Voilà. Mais bon, le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une cellule accessible. Il faut aussi avoir les compensations. Et aujourd'hui, comment ça se passe? En maison d'arrêt, vous n'avez aucune compensation. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide pour la toilette, pour l'habillage, pour tout ça, ben c'est votre co-détenu qui va le faire, qui veut bien. Voilà. Et en centre de détention, vous pouvez avoir des auxiliaires de vie, mais alors je ne vous dis pas, l'auxiliaire, quand on sait le nombre d'heures qui sont accordées aux personnes handicapées, moi par exemple j'ai 6 heures par jour, je pense que le temps que l'auxiliaire arrive à la prison, qu'elle passe tous les trucs de sécurité, il y aura 1 heure de passé. Donc déjà ça fera 1 heure de moins, et ainsi de suite. Enfin, c'est du délire, c'est-à-dire que de toute façon, la France est régulièrement condamnée pour la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de détention indignes, même des valides. Alors, vous imaginez ce que c'est pour les autres. Et moi, je peux rajouter quelque chose parce que j'ai passé 4 ans en prison d'accompagnement pour obtenir des aménagements de peine, donc c'était surtout d'insertion en cours. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui relèveraient du cas psychiatrique plus que de la prison. Et que ces personnes-là, en prison, elles sont démolies, elles sont détruites, elles n'ont pas d'accès aux soins et elles se retrouvent régulièrement isolées dans mis à l'isolement parce qu'elles décompensent, elles pètent un câble et du coup, on les enferme encore un peu plus. Et comme ça, elles décompensent un peu plus. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a une certaine logique. Hein, du coup, c'est des gens qui sont en énorme souffrance. Et qui ont compris qu'en venant voir les travailleurs sociaux comme moi qui viennent de l'extérieur, ils avaient une espèce de bouffée d'oxygène. Ce qui fait que ce soit les enseignants qui interviennent en détention, les travailleurs sociaux qui travaillent sur le logement, ou sur la santé, ou sur l'insertion pro, on se retrouvait tous à essayer de pallier les carences de l'institution pénitentiaire, puisque nous, on se retrouvait face à des gens qui souffraient manifestement de troubles psychiques graves, et qui venaient nous voir parce que pour eux, c'était un soulagement, c'était une forme de soulagement, c'était un palliatif, hein, c'était pas un traitement, c'était pas un soin, mais ça leur permettait d'obtenir un soulagement temporaire de leur souffrance. Sauf que nous, on n'est pas formés à ça. Et nous, on encaisse.
Et pour revenir sur la hache, oui, parce que, vous voyez, c'est chez le truc d'autiste, je pars sur un truc, je pars sur un autre. Le problème de la hache, c'est qu'effectivement, comme pour le RSA d'ailleurs, et je pense que c'est totalement injuste de lier les revenus d'une personne handicapée à ceux de son conjoint, parce que grosso modo, ça revient à dire à la personne, ben, soit tu veux avoir ton indépendance et à ce moment-là, ben, il ne faut pas que tu sois en couple, ou alors effectivement devenir dépendant de l'autre. Ce qui d'ailleurs a pour conséquence de rendre le conjoint valide lui aussi pauvre, hein, c'est-à-dire que les deux sont en situation de pauvreté. Je rappelle quand même que la hache est un montant qui est largement inférieur au seuil de pauvreté et que je ne vois pas de quel droit, sous prétexte qu'on a une maladie invalidante ou qu'on a un handicap, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir les mêmes conditions de vie digne que les autres? Déjà, ça pose ce problème-là. Mais en plus de faire dépendre ça du conjoint, c'est proprement scandaleux. Et c'est aussi, ça pose la problématique de la violence conjugale, parce qu'on sait très bien que la dépendance financière est aussi le terreau de la violence conjugale. Et malgré tout, le gouvernement s'arc-boute là-dessus. Je pense qu'il craint que s'il lâche sur nous, il lâche sur le RSA. Et moi, je trouve ça totalement injuste aussi pour le RSA. Merci. Je voudrais ajouter, excusez-moi, là, en fait, on arrive à la virilité, 45 milliards, 95% d'hommes en prison. 45 milliards. Voilà, tout est dit. Merci. On arrive à la fin de cette discussion. Merci Odile, Fabienne, Claudia, merci tout le monde. Peut-être une proposition avant de se séparer. On en avait déjà discuté quand on avait fait un handicap sur la question une première fois. Ce serait à partir de ton travail, Odile, et à partir du dernier travail que tu as fait par rapport au texte de l'ONU, c'est pour essayer de mettre en place un réseau plus large de lutte contre le validisme. Justement, tout ce travail que tu as déjà commencé à fédérer des différentes associations, tenter de le développer davantage et d'y inclure justement des associations de victimes de maladies chroniques, harcèlement au travail. On découvrira ça, hein, c'est pas moi toute seule qui. Ah non, justement, c'est une proposition qu'on fasse ça ensemble. Effectivement, on est en train d'essayer de se fédérer et je pense qu'on peut déjà dire que effectivement, on est preneur de toutes les organisations indépendantes qui, effectivement, la base, c'est de défendre la vie autonome, la conception universelle et la lutte contre le validisme. Et est-ce qu'on pourrait envisager d'écrire un manifeste, par exemple, à publier une tribune ou quelque chose comme ça? Alors, je ne sais pas, parce qu'il existe déjà un manifeste, c'est celui du CLÉ, hein, du comité de liaison handicap et chaque fois que j'oublie le terme. Puisque le CLÉ, c'est eux, je devrais dire elles, qui ont introduit la notion de validisme en France. C'est quelque chose dont on n'entendait pas parler avant 2015. Et le CLÉ a sorti un manifeste pour expliquer ce que c'était le validisme, qui en fait s'appuie sur ce qu'on appelle les disability studies, qui est quelque chose qui est très étudié dans les pays anglo-saxons. Et en France, vous avez même la ministre qui explique, mais non, il n'y a pas de validisme, ça n'existe pas. Voilà, il faut rester dans le caritatif et dans le charitable, on caresse la tête des gens qui trisomiques. Et puis après, on va le mettre dans un café joyeux, histoire de soutenir Civitas. Voilà. Macron viendra faire l'inauguration du café joyeux. Tout à fait, voilà. Avec Muselle en table patronesse, qu'elle fait très bien d'ailleurs. Bravo, madame. Voilà. Ouais. Merci. Se tenir au courant, en tout cas, de tout ça, et puis voir ce qu'on peut envisager pour la suite. Merci de nous avoir donné la parole. Alors, c'est CLHEE. CLHEE, vous verrez, ça a été écrit bien mieux que je ne saurais le faire. Voilà, ils ont fait un super travail, ils font toujours un super travail.